Imaginez, un artiste n'arrive plus à peindre. Il explique alors qu'il ne manque pas d'inspiration, non, mais qu'il ne sait plus pourquoi il devrait peindre. C'est la question que pose la BD Le Silence. Quelle est la raison fondamentale qui pousse les artistes à créer? Qu'est-ce qui justifie cette dépense de temps et d'énergie? En soi, à quoi ça sert l'art? Bienvenue sur l'Art Penseur. Dans une première vidéo, nous avions vu à quel point la BD était propice pour présenter les courants de peinture, les musées et les biographies des grands peintres. Aujourd'hui, on va se plonger dans le rôle essentiel des peintres et de la peinture en BD. Vous avez vu, j'ai un peu investi dans des accessoires et tout, je me professionnalise dans ma chaîne, je change de décor. C'est la folie. Les peintures accompagnent particulièrement bien l'histoire avec un petit et un grand H. Je m'explique. Dans Lucky Luke, on va suivre un vrai artiste qui va peindre le Far West et ça permet alors d'avoir une mine d'informations sur l'époque, les costumes, les coutumes, les plumes et puis le bitume. Car comme c'est expliqué, l'histoire est conservée par les peintres. Ils sont des passeurs intergénérationnels. Oui, Lucky Luke, c'est pas juste du pampan. Parfois, il y a des idées derrière. Et cette idée de mémoire collective est admirablement bien représentée dans la tour. Imaginez une tour gigantesque, construite par l'homme pour atteindre les cieux. Au fur et à mesure, la population s'y installe pour construire les étages supérieurs. Les nouvelles générations perdent alors l'histoire de leurs aînés. Les rares tableaux qui ornent les murs sont alors aussi précieux que des livres, offrant au lecteur autant qu'aux personnages des indications sur le passé. Les tableaux participent à créer une mythologie. Leur importance est d'ailleurs soulignée puisque ce sont les seules touches de couleur dans le récit qui étaient jusqu'alors en noir et blanc. Mais la peinture, c'est pas seulement comparable à un livre d'histoire. En quoi est-ce différent d'une photographie ou d'un simple texte? L'art produit un choc. Regardez. Dans Secret l'Angélus, un homme est soudain frappé lorsqu'il aperçoit pour la première fois le tableau L'Angélus par Millet. Il titube devant le tableau comme j'ai titubé la première fois où j'ai aperçu ma femme. Quelle beauté! Et quand on lui demande si ça va, il répond par la négative. Non, ça ne va pas, car il va être alors totalement obsédé par ce tableau. La toile va l'envoûter. Il ne peut détourner son attention du tableau. Pourquoi? Parce qu'à travers les peintures, les sentiments sont exacerbés en passion. Millet ne représente pas simplement la contrition de ces deux seuls personnages, mais il évoque en réalité la tristesse universelle qui s'abat sur l'humanité quand elle pense à ses morts. Mais que montre la peinture? Que révèle-t-elle qui nous obsède tant? La peinture capte l'essence du réel. Dans les deux BD adaptés du roman d'Oscar Wilde, ou Oscar Sauvage en bon français, on suit Dorian Gray, un archi-beau gosse qui ferait des millions de vues sur TikTok et Instagram. Sauf qu'il sait très bien que sa beauté est éphémère. Alors pour anticiper cette chute et la fin de sa beauté, il fait le vœu que son portrait de peinture vieillisse à sa place. Really, nigga? Ce postulat de départ exprime à merveille la capacité du peintre. Il capte l'essence du réel. Ici, l'âme du TikToker Dorian Gray. Mais capter l'essence des choses, c'est pas si simple. Catherine Meurice, dans La jeune femme et la mer, se met en scène lors d'un voyage au Japon pour renouveler sa bibliothèque d'imaginaire. Ouais, un espèce de Spotify mais avec des images d'arbres et de couilles de tanuki. Et ce qu'elle en retire, c'est qu'il ne suffit pas de peindre purement et simplement les paysages, non? Comme avec les haïkus, pour atteindre une représentation efficace, il faut viser une forme de spiritualité. Et les paysages deviennent alors poétiques et envoûtants. Mais comment atteindre cette essence? Comment atteindre cette spiritualité? Il ne suffit pas juste de télécharger l'application Petit Bambou et de manger du quinoa. Pour capturer l'essence des choses, il faut passer du côté extrasensible. Et cet autre monde est parfaitement représenté dans Les Cités obscures et Marie Lapanché. On y croise un peintre dans un style réaliste, qui est obsédé par sa peinture et qui cherche à peindre l'essence même de sa pensée, et qui pour ça va passer dans l'autre monde, celui de Marie. Ça donne un album poétique magnifique et une scène d'une très grande puissance. Et nous, lecteurs, on retient que le peintre est un passeur. Il permet à travers sa sensibilité de faire communiquer différents mondes. Un peu comme dans Philémon
ou nature morte, où le peintre fait disparaître les sujets de ses tableaux du monde réel pour les amener dans un autre monde, un véritable passeur. Ici, ce sont des mondes poétiques et imaginaires, mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Imaginez le gouvernement français qui, pendant la Première Guerre mondiale, envoie Vincent van Gogh peindre la réalité des tranchées. Mais les tableaux envoyés par Vince ne correspondent pas aux attentes du gouvernement. Et bien rapidement, ils se disent qu'ils auraient dû faire appel à un cabinet de conseil. Car oui, les tableaux symbolisent la violence vécue et l'horreur du traumatisme. On comprend alors que la peinture appartient à l'extrasensible. Elle ne montre pas simplement les choses comme un miroir ou une photographie, elle les dévoile. Mais pourquoi ce besoin de dévoiler? Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. En révélant notre monde, l'art a la capacité unique de dire l'indicible. Dans le Spirou, par Émile Bravo, le jeune Spirou est confronté au nazisme, mais l'auteur ne veut pas exposer ses lecteurs autant que son personnage à la violence de l'histoire. Elle est écrite du point de vue de Spirou, innocent et ingénu. Ce seront alors les tableaux de l'artiste peintre qui vont révéler l'horreur de l'idéologie nazie, la ségrégation, les morts et évidemment l'antisémitisme. Et c'est cette puissance évocatrice de la peinture qui la lie particulièrement aux enquêtes. Que ce soit dans les films ou dans les BD, on aime représenter des enquêtes qui mettent en scène des peintures. C'est l'oxymore parfait, la beauté du tableau alliée au tabou ultime du meurtre. Mais surtout, les tableaux recèlent en eux la clé de l'énigme policière, pour celui qui sait déchiffrer le langage poétique, bien évidemment. Tiens, saurez-vous décoder ces petits symboles? Je crois qu'ici il y a le pouce bleu pour liker, la petite cloche pour vous abonner, et un petit cœur pour dire que je vous aime. Mais pourquoi diantre les auteurs de BD parlent tant des peintres et de cet autre monde? Copie, admiration, intérêt, on voit ça tout de suite dans BD Exclusive. Le monde intime et tourmenté des peintres est un espace privilégié pour rencontrer le beau, le vrai et le bien, comme dans l'incroyable horloge de José Roosevelt. La BD est découpée en 12 chapitres articulés autour de 12 tableaux, un tableau par chapitre. Et chaque tableau, au-delà de sa beauté propre, est la clé de l'énigme du chapitre, comme la notice du puzzle, pour remettre de l'ordre dans le récit. Le lecteur sera alors tour à tour confronté à l'amour, la réflexion, le pouvoir, la séparation et même le deuil. Tout ça symboliquement sans le traumatiser. Et on comprend ainsi, chose très importante, que les auteurs de BD figurent eux-mêmes parmi les passeurs de monde. Les bons auteurs de BD, comme les bons peintres, analysent le monde et usent de leur sensibilité pour nous communiquer leur vérité. Mais tiens, quel symbole la BD transmet-elle au sujet des femmes? Que peut nous apporter la BD sur le féminisme et le sexisme? La réponse dans ma vidéo sur les femmes en BD, c'est ici, allez-y, je vous invite à cliquer. Voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à partager si elle vous a plu, prenez soin de vous et de vos BD et à bientôt sur l'Art Penseur.